Le hacking est un acte créatif. Parfois, c'est un acte intuitif. Le grand public ne voit pas en quoi le contrôle de la technologie est une question politique. Comme le dit Bob Dylan, pour échapper à la loi, il faut être honnête. Les hackers pensent hors du système et les grandes entreprises commencent à les imiter. Ce sont ces esprits curieux qui sont les seuls à pouvoir changer le monde. Welcome to Venice Beach. This is the Freak Show. Welcome to Venice Beach. This is the Freak Show. Leurs armes, des ordinateurs. Leur but, déstabiliser les gouvernements avec le site Wikileaks, vider vos comptes bancaires, paralyser des centrales nucléaires avec des virus. Les pirates. On les dit capables de détruire n'importe quel système informatique. Pourtant, on murmure aussi que ce sont eux qui les ont construits. On les appelle des hackers, les cadors du bidouillage informatique. Ils sont aujourd'hui les héros des films que vous piratez. Millennium ou The Social Network. On parle souvent des pirates, on les voit rarement. Au mieux, dans votre télé, c'est un ado au visage flouté et à la voix trafiquée. On a associé ces génies de l'informatique à des cybercriminels. Leur savoir fait trembler les ordinateurs de la planète. Mais faut-il avoir peur des pirates ? On leur a posé directement la question. Les pirates que nous avons rencontrés n'en veulent pas votre argent. Ne détruisent pas les systèmes, mais les construisent. Ils sont cyberactivistes à Berlin, chercheurs libertaires à Boston ou créateurs de sites que vous utilisez tous les jours, comme iTunes ou Facebook. On a tapé piratage sur Wikipédia. On est tombé sur Captain Crunch, doyen des pirates, la plus grande légende du bidouillage. Il nous donne sa définition du hacking. C'est l'art de savoir et de pouvoir modifier un programme, une machine, de façon à ce qu'il fasse ce que vous voulez qu'il fasse et non ce pourquoi il a été conçu. Ça, c'est du hacking. Vous prenez un ensemble et vous le taillez en pièces. Vous voyez? Comme une machette. Vous le hachez. Hack, hack, hack. Après, vous reprenez les pièces, mais vous les remontez de façon différente. Le hacking, c'est rien d'autre que ça. Hacker, éthique, MIT, fricker. Pour décoder le piratage, il n'y a pas mieux qu'Andy Muller-Magoon, la mémoire vivante du groupe de hackers le plus influent de la planète, le Chaos Computer Club. Le hacking est une façon d'utiliser la technologie comme vous l'entendez. Au besoin, en s'éloignant des règles. On prend souvent cet exemple. Si vous chauffez de l'eau avec votre cafetière pour faire bouillir des saucisses ou des pommes de terre, c'est une forme de hacking, parce que vous détournez la technologie. Elle n'est plus utilisée pour son usage premier, mais pour ce qui vous est le plus utile. La question, c'est quelle leçon en tirer? Le premier journaliste à s'être intéressé aux hackers, on est allé le chercher loin des ordinateurs, en pleine forêt, entre Boston et New York. Stephen Levy écrit pour Wired, le magazine des passionnés de technologie. Pour moi, le début du hacking informatique, ça se passe dans un endroit et une période spécifique. Au Model Railroad Club du MIT, à la fin des années 50. Tech Model Railroad Club, club de modèles réduits ferroviaires créé en 1946 au MIT, le Massachusetts Institute of Technology. C'est là que tout a commencé. Quand on y entrait, on tombait sur une maquette de chemin de fer géante, avec des chauffeurs miniatures, peints avec soin, des montagnes miniatures, des gares miniatures. On y trouvait des gens passionnés par ce genre de trucs, mais aussi des gens intéressés par l'envers du décor. Derrière les maquettes, on pouvait trouver un amas de commutateurs téléphoniques, de câbles, de connecteurs, de transformateurs, de dispositifs électroniques. C'était une sorte d'énorme ordinateur. Et ils appelaient ça le hacking. Ils disaient qu'ils pirataient le système.
C'était leur mentalité. Plus tard, quand le MIT a acquis un ordinateur et l'a installé juste à côté de la pièce réservée au Model Railroad Club, ces gens ont migré aussi et adapté leur éthique de hacker à cette nouvelle machine, avec laquelle ils pouvaient interagir en temps réel. Ils ont inventé une nouvelle manière d'interagir avec l'ordinateur. Ils n'avaient pas de mode d'emploi. Résultat, quand d'autres disaient « on ne peut pas faire ça avec un ordinateur », eux, ils le faisaient. Ce qui est sûr, c'est que le hacking n'a rien à voir avec le fait de lire des modes d'emploi et de les suivre. C'est plutôt essayer de comprendre les principes et en faire quelque chose de nouveau. Les hackers du MIT pensaient que l'information devait être partagée, que l'accès à l'information ne devait pas être limité. Leur principale préoccupation, c'était le talent du hacker. Un gosse de 14 ans, féru d'informatique, pouvait intégrer leur clan. Peu leur importait votre religion, votre couleur, votre sexe, bon, même si c'était que des mecs. L'important, c'était le talent. C'était une société libre et une société qui haïssait la bureaucratie. Why would someone spend their own time to hack into your company's computer system and post tons of your confidential stuff on the internet? For the same reason we pierce our tongues. Nous sommes dans les locaux tenus secrets de MO5, une association de préservation du patrimoine des jeux vidéo. De Pong à Counter-Strike, on trouve de tout ici. Et pour ne pas s'y perdre, mieux vaut être accompagné par Douglas Alves. Depuis les années 80, il écrit l'histoire du piratage des jeux vidéo. Pratiquement toutes les premières sociétés de jeux vidéo avaient en leur sein des gens qui hackaient. Si on prend le Commodore... Commodore 64, ordinateur personnel construit en 1982. Le plus vendu à ce jour, plus de 20 millions d'exemplaires. Si on prend le Commodore, on prend Apple et tout ça, c'est des gens qui étaient dans leur garage, qui fabriquaient leurs propres outils. Donc bien sûr, les gens qui sont en avance, comme les hackers, c'est eux qui vont former l'industrie. La première odyssée des pirates a lieu à la fin des années 60, quand de jeunes Californiens partent à l'abordage du réseau téléphonique. À l'époque, le maître à bord, c'est Captain Crunch. Il va inventer la Blue Box, un petit boîtier qui permet de prendre le contrôle des lignes téléphoniques. On appelle ça le phreaking. Cela lui vaudra quelques mois de prison, mais à sa sortie, Captain Crunch devient le premier héros du piratage. Le nom Captain Crunch vient d'une boîte de céréales, Captain Crunch, une marque très populaire aux États-Unis. Et dans la boîte, il y avait un sifflet. On pouvait boucher l'un des trous de ce sifflet et quand on soufflait, on obtenait une tonalité précise. Cette tonalité permettait d'activer le réseau téléphonique longue distance. La magie de la chose, c'est que cela vous débloquait la ligne. Et si vous saviez vous débrouiller, vous pouviez téléphoner gratuitement. C'était en octobre 69. Je faisais des expériences avec un émetteur radio FM. J'ai branché un micro dessus et j'ai dit, si quelqu'un entend ça, qu'il m'appelle à ce numéro. J'ai eu un appel. Un gars qui avait l'air d'être un DJ, il avait une belle voix grave et il m'a dit « Je suis un aveugle, fondu du téléphone. »« C'est quoi ça, un fondu du téléphone ?» je lui dis. Et il me répond « Je bidouille avec des téléphones. »« Ça veut dire que tu peux téléphoner gratuitement ?» Et il me répond « Je connais 20 manières différentes de téléphoner gratuitement. » Je me suis dit « Il faut vraiment que je rencontre ce type. » Je lui ai demandé « Comment ça marche ?» Il m'a dit « Il faut d'abord envoyer une tonalité de 2600 Hz pour ouvrir la voix en passant par un numéro vert.
Il jouait la tonalité avec un orgue branché sur un téléphone. J'étais halluciné, ça ne pouvait pas être aussi simple. Je suis rentré chez moi et j'ai construit une boîte pour composer des numéros. En 4 heures, j'ai construit une Blue Box. J'ai passé la nuit entière à la bricoler. Le lendemain, je devais aller travailler, j'y suis allé mort de fatigue. En sortant, j'ai couru à la maison pour tester et la Blue Box marchait. Je n'en revenais pas. J'avais accès à tout le réseau de télécommunications. J'avais un sentiment de puissance, bien sûr. Ce sentiment de puissance, de toute puissance, vous voyez. C'est l'une des raisons pour laquelle je me suis vraiment passionné pour ça. Le fait d'avoir le contrôle de tout le réseau. Je veux dire, contrôle absolu. J'ai trouvé ça très cool. Wozniak a construit sa boîte. Steve Wozniak, alias Woz, informaticien et électronicien, cofondateur avec Steve Jobs de la société Apple Computer le 1er avril 1976. Il en a ensuite fabriqué d'autres et les a vendus pendant ses études à la fac. Il a utilisé cet argent pour fabriquer les composants électroniques du premier ordinateur d'Apple. Et dans chacune des Blue Box qu'il vendait, elle coûtait $150 pièce, il y avait une petite note qui disait « Le monde entier est entre ses mains ». Je pense que les ordinateurs ont à l'époque interpellé des gens qui avaient des prédispositions en fait à l'ordinateur, qui le comprenaient bien plus vite que le grand public ou que des sociétés. How many languages do you speak? 5, actually. Well, I speak 1. 10100. With that, I could steal your money, your secrets, your sexual fantasies, your whole life. Any country, any place, any time I want. We multitask like you breathe. I couldn't think as slow as you if I tried. En contournant les barrières technologiques, ces pionniers vont aussi construire des valeurs communes. Steven Levy appelle ça l'éthique des hackers. Son livre, Hacker, héros de la révolution informatique, publié en 1984, reste la Bible pour les hackers activistes de Berlin, comme pour les ténors du logiciel libre au MIT. Tous ces gens, les hackers de la fin des années 50, début des années 60, les gens qui ont créé l'industrie des ordinateurs personnels et aussi ces gosses qui programmaient des Atari et des Apple II, ils avaient les mêmes valeurs, la même façon de voir les choses. Il y avait une façon de penser typique du hacker. L'idéal des hackers inspire même les fondateurs du site Wikileaks. Son ancien porte-parole en Allemagne, Daniel Domscheit-Berg, a lancé fin 2010 un site concurrent, OpenLeaks. Le hacking, c'est rien de plus ou rien de moins que quelqu'un qui est curieux, qui regarde un système puis commence à l'utiliser d'une façon différente de celle qui était prévue. Donc je pense qu'il n'y aurait pas eu d'évolution sans les hackers. Ils sont là depuis le tout début. Et ce sont ces esprits curieux qui sont les seuls à pouvoir changer le monde. À un bloc de là, les esprits curieux du Chaos Computer Club militent depuis 1981 contre les dérives des nouvelles technologies, quitte à être franchement hors la loi. On a porté des sujets sur la place publique, comme la gestion des failles bancaires lorsque les télécoms allemands lançaient un système qui s'appelait Bildschirmtext, qui est un peu l'équivalent du télétexte ou Minitel en France. Grâce à ça, vous pouviez accéder pas seulement à du contenu pornographique, mais aussi acheter des produits et d'autres choses. Nous avons révélé des brèches dans leur système de sécurité à une époque où ce service était présenté au grand public. Résultat, le système est devenu célèbre grâce aux failles que nous avons identifiées. Nous avons subtilisé 130 000 Deutschmark à une banque allemande. Nous les avons restituées publiquement en disant « Revoyez votre technologie ». Cette fiction est inspirée de la vie d'un pirate gravitant autour du Chaos Computer Club.
Karl Koch, appelé aussi Hagbard, il piratait pour le compte du KGB.